La qualité de notre vie est directement proportionnelle à l'intensité de nos engagements. A dit donc Renaud, messieurs, dames, bonjour. Je suis sûr que vous vous portez très très bien depuis vos positions et d'écoute. Bienvenue dans cette émission Droit et Devoir que nous animons et qui nous fait apprendre beaucoup de choses, et surtout par rapport au code pénal du Togo que nous scrutons depuis un bon moment, et son implémentation doit impacter toute vie, surtout nous qui sommes des Togolais, nous qui vivons sur le sol togolais. Nous allons donc poursuivre avec notre invité de tous les jours, Madame Odette Donga Nzonou, qui s'est engagée personnellement à faire ce devoir. Madame, bonjour. Bonjour mon frère, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, et de votre côté? Je vais bien aussi. Le devoir hebdomadaire nous appelle et on y est encore pour cette émission Droit et Devoir. Elle est animée en langue locale, en éveil sur les ondes de la radio Maranatha qui émet à Azan, dans la vie sur 89.3 FM. Et vous avez jugé reprendre donc en français pour ceux qui peuvent ne pas nous comprendre en langue locale. Madame, avant de commencer toute chose, vous avez donc la possibilité de saluer vos proches et également apporter vos mots de gratitude à l'endroit de ceux-là qui vous sont chers. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup. Selon les saintes écritures, mon peuple périt par faute de connaissance, a dit l'Éternel. Louange lui soit rendue parce que c'est grâce à lui et à sa bonté que vous et moi, nous avons la bonne santé et que cette émission a lieu. Mes hommages au président du Conseil, Fort Iso Zimna Singbe, pour sa politique de paix, paix sans laquelle personne ne peut rien faire. Je voudrais passer par cette émission pour remercier le DG de la radio Maranatha pour tout ce qu'il fait en faveur de l'information et pour avoir permis que cette émission voit le jour et surtout mettre les moyens pour la continuité dans le temps. Mes remerciements iront aux journalistes Aratefou, dit Aristo de Radio Alpha Omega, pour avoir eu l'idée géniale de mettre cette émission sur YouTube et permettre de la pérenniser. Merci Aristo. Je voudrais aussi dire un sincère merci du fond du cœur à vous, les collaborateurs du DG de la radio Maranatha, pour tout ce que vous accomplissez afin que la vision du DG soit une réalité. Aujourd'hui, grâce à vous, les populations des milieux les plus reculés de la vie ont de l'information et surtout de la bonne information. Aujourd'hui, grâce à vous, même l'extérieur, c'est-à-dire nos pays voisins, l'étranger, a de la connaissance en droit et surtout sur le code pénal. Mes remerciements iront également à tous nos auditeurs de Radio Maranatha, ceux qui nous suivent sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux. C'est eux qui nous soutiennent, c'est eux qui font passer des questions, d'éclaircissements pour nous permettre de parfaire cette émission. Et coucou spécial à Tata Angèle de Radio Fréquence 1. Les gens vont me demander, mais est-ce que c'est la seule qui suit votre émission? Pourquoi c'est elle seulement que vous nommez? Et effectivement, elle fait un sacré boulot. Non seulement elle nous vaut un soutien indéfectible, mais elle vient à sensibiliser les gens en se basant sur nos émissions. C'est-à-dire que lorsqu'elle nous suit, elle essaie de prendre certains thèmes qu'elle arrive à relayer sur
la chaîne Fréquence 1. Donc, Tata Angèle, tu sais combien tu comptes pour moi, et je voudrais encore une fois te le dire pour que tu saches que tout ce que tu fais, Dieu te le rendra au centuple. Et enfin, j'exhorte ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter cette émission de faire l'effort, parce que l'ignorance tue. Et je ne voudrais pas que l'ignorance de la loi les tue. Merci. Merci beaucoup, madame, pour ces mots placés qui vont donc à ceux qui le méritent. Et comme vous venez de le dire, surtout à Tata Angèle, pour son attachement à cette émission. Vivement, c'est un travail qui nous revient à nous tous à faire pour apporter notre pierre à la construction donc de cette cité noble qui est notre cher pays, le Togo. Alors, nous allons poursuivre notre travail, l'implémentation du code pénal du Togo. Nous sommes donc à l'article 268, madame. Merci beaucoup, mon cher frère. Article 268, toute personne qui conduit un véhicule à moteur terrestre, marin ou aérien, alors qu'elle se trouve même en l'absence de tout signe extérieur, sous l'emprise d'une substance à haut risque dont elle fait usage de manière illicite, est punie d'une peine d'1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs CFA. Toute personne qui refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est punie des peines prévues à l'alinéa précédent. Je vais expliquer un tout petit peu. Et il peut arriver que quelqu'un soit sous l'emprise de la drogue, du tramadol par exemple, parce que c'est la drogue préférée de nos conducteurs d'engins, et à un moment donné il y a un contrôle et l'agent veut le soumettre à des épreuves de dépistage. Il refuse, le simple refus, parce que c'est important de le préciser. Ce n'est pas le constat déjà de l'infraction. On dit vous refusez de vous soumettre aux épreuves de dépistage. On ne sait pas encore que vous avez pris de la drogue. Le simple fait que vous refusiez de vous soumettre aux épreuves de dépistage, c'est une infraction. Maintenant, si d'aventure, et l'infraction est punie de 1 à 3 ans. Oui, c'est les mêmes peines, quoi. Voilà, maintenant, si d'aventure, on vous soumet à ces épreuves de dépistage et qu'on se rend compte que vous êtes sous l'emprise de la drogue, c'est 1 à 3 ans d'emprisonnement. Donc, par exemple, si vous refusez et qu'on se rend compte que après on vous dépiste, vous n'avez rien, vous n'avez pas consommé de la drogue, bon, vous allez juste prendre pour l'infraction de refus de vous soumettre. Mais si vous refusez de vous soumettre, et il y a l'infraction là d'abord, refus de se soumettre, maintenant deuxièmement, si d'aventure les tests se révèlent positifs à telle ou telle drogue, donc ça veut dire que c'est une autre infraction qui s'ajoute. C'est important, c'est pour ça que je le précise. Mais, madame, est-ce que là-bas ça va également pour les athlètes? Est-ce que ça va aussi pour les athlètes? C'est-à-dire que il y a des cas de dopage où on retrouve donc, ou bien on constate qu'il y a des athlètes qui prennent des drogues, ou bien des substances psychotropes pour pouvoir dominer les autres et tout, et puis on vous arrête. Donc c'est les mêmes peines? C'est les mêmes peines. C'est les mêmes peines. Est-ce que ici on a précisé si on est athlète ou quelque chose? Non, on n'a pas précisé. J'ai dit le refus de se soumettre aux épreuves de dépistage, c'est une infraction. Voilà. Maintenant, si vous êtes dépisté positif, c'est une autre infraction. C'est vrai que désormais il n'y a pas cumul de peine, mais on mettra toujours sur votre dossier
que c'est pour telle infraction et telle infraction. C'est important aussi. Et puis, c'est ce qui fera que lorsqu'on devra considérer les circonstances atténuantes ou pas, on verra. Et s'il y a la récidive également, on verra. Donc, lorsqu'il y a lieu à l'application des dispositions réprimant l'homicide et les blessures involontaires, les peines prévues pour ces infractions sont portées au double. Oui, c'est ce que je disais. Vous êtes en état vous conduisez un véhicule, vous êtes dopé ou vous avez pris de la drogue. Si d'aventure vous commettez une infraction et il y a des blessés, la peine, c'est que ça va être doublé. La peine que nous avons dit pour les blessures involontaires là, ça double. Maintenant pour l'homicide involontaire également, si d'aventure la personne meurt, c'est que la peine est doublée. D'accord? Oui, je comprends. C'est l'article 178 pour l'homicide involontaire, si ma mémoire est bonne. Il faut que je retourne. Oui, je pense. Oui, 178 pour l'homicide involontaire. On a parlé de 1 à 3 ans pour l'homicide involontaire. Maintenant, si on dit que la peine est doublée, c'est 6 ans au moins. Voilà. Ou bien. C'est ça. Même on l'a dit ici, la peine est portée à 5 ans en état d'ivresse sans permis sous l'effet de stupéfiants. Ça a été dit ici. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité détermine les épreuves de dépistage et les vérifications auxquelles les conducteurs peuvent être soumis, ainsi que les conditions dans lesquelles ces opérations sont effectuées. Section 3. Fourniture à des mineurs des plantes ou substances classées comme stupéfiants et substances psychotropes. Article 269. Sont punis d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 25 millions ceux qui sciemment ont fourni à un mineur des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes, figurant sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé de la santé. C'est simple comme bonjour, non? Section 3. Fourniture à des mineurs des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes. Article 269 sont punis d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 25 millions ceux qui sciemment ont fourni à un mineur des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes figurant sur la liste établie par un arrêté du ministre chargé de la santé. Et lorsque vous fournissez de la drogue à des mineurs, c'est sévèrement puni, c'est ce qui est dit ici. À des mineurs? Oui, des mineurs, c'est-à-dire des enfants âgés de moins de 18 ans. Si vous fournissez de la drogue à des enfants, c'est ce qu'on veut dire ici. Comme j'ai dit mineurs là, faut pas que les gens viennent me demander les mineurs, ceux qui vont dans les mines ou bien comment. Non, ce ne sont pas les mineurs, c'est des mineurs, des enfants. Donc voilà. Section 4 des causes d'aggravation des peines. Article 270, le maximum des peines prévues aux articles 253 à 265 est porté au double sans que ce maximum n'excède pas 50 ans. 1. Lorsque l'auteur de l'infraction appartient à une bande organisée. 2. Lorsque l'auteur de l'infraction participe à d'autres activités illégales facilitées par l'infraction. Activité illégale facilitée par l'infraction, c'est-à-dire que l'infraction même est illégale. Bien sûr. Maintenant, d'autres infractions. Et lorsque l'auteur de l'infraction a fait usage de la violence ou d'armes, c'est souvent les gangs pour les gangs de drogue et autres. Ils peuvent venir s'affronter. Donc on dit qu'ils ont utilisé de la violence ou des armes. 4. Lorsque l'auteur de l'infraction exerçait des fonctions publiques ou de représentation et que l'infraction est commise dans l'exercice de ses fonctions. Je donnais l'exemple d'un officier de police judiciaire. Je donne un exemple seulement. Et
on a eu à saisir de la drogue, la cocaïne. C'est un exemple, hypothèse d'école. D'accord. Hypothèse d'école, ça veut dire que je ne donne pas un exemple que j'ai eu. D'accord. Donc, de la cocaïne qu'on a scellée et laissée à son bureau. Et qu'est-ce que l'officier de police judiciaire fait? Il change la quantité de cocaïne là en farine de maïs, et lui-même il prend la cocaïne en bonne et due forme, il redonne à un autre dealer pour lui vendre et lui ramener les sous. Donc l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions. C'est un exemple, j'ai dit hypothèse d'école. Pourquoi quand je viens de dire que madame Naël raconte ce que j'ai subi ou ce que j'ai eu en mon cabinet ou un collègue, je dis il y a tel. Justement. Non, ça c'est une hypothèse d'école. Lorsque l'infraction est commise par un professionnel de la santé ou une personne chargée de lutter contre l'usage ou le trafic de substances soumises à réglementation. Et j'avais donné l'exemple du laborantais qui allait injecter de la le nom là j'oublie toujours. Oui. Un jour vous rappelez ça. Je vais me rappeler à un patient qui lui demandait. Le patient avait fait acheter cette drogue et lui il venait à lui injecter ça. Et lorsque la drogue, c'est bon? Et lorsque la drogue est livrée ou proposée ou que son usage a été facilité à un mineur, à un handicapé mental ou à une personne en cure de désintoxication. Lorsqu'un mineur ou un handicapé mental participe à l'infraction, lorsque les substances livrées provoquent la mort ou compromettent gravement la santé d'une ou de plusieurs personnes. Et oui, franchement, il y a des gens, l'overdose, c'est-à-dire qu'ils ont pris de la drogue et à un moment donné, bon, on commence par voir que il y a de la mousse qui sort de leur bouche et puis bon, ils décèdent parce que ils ont pris plus que il y a un cas d'excès. Oui, le cœur n'a pas supporté, donc le cœur a lâché. Lorsque l'infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, un établissement militaire, un établissement d'enseignement ou d'éducation, un établissement hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d'autres lieux où des écoles et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales ou dans le voisinage immédiat des établissements, de ces établissements et de ces lieux. Oui, donc ça veut dire que lorsque l'infraction est commise en prison, on dit dans un lieu pénitentiaire, donc en prison et dans un lieu militaire, dans un camp, établissement d'enseignement, dans un collège, dans un lycée, dans un hôpital, dans un centre de services sociaux, ainsi de suite. Donc, et lorsque vous allez vendre, vous, un adulte, vous allez vendre de la drogue aux enfants dans leur établissement, si on vous prend, c'est le maximum. Comment vous donnez? Oui, lorsque l'auteur de l'infraction ajoute aux substances soumises à réglementation des substances qui ont aggravé des dangers. Oui, et oui, il arrive que peut-être il y a une substance, on ajoute une autre, ça s'aggrave. Bon, je ne connais pas, mais il peut arriver. Lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive, les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour établir la récidive. On dit lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Récidive, ça veut dire quoi? Vous avez commis une telle infraction, on vous a condamné et le nombre d'années qu'on a donné pour que vous puissiez ne pas revenir, vous revenez avant ça. Si on dit 5 ans, vous revenez avant 5 ans, ça veut dire que c'est que vous êtes en état de récidive. On dit ici même que faut pas penser que la récidive là, l'infraction que vous avez commise doit être nécessairement au Togo. Si vous avez commis une infraction au Bénin ou au Ghana, il y a 5 ans,
et que vous venez de commettre la même infraction, on suppose qu'il y a récidive. Vous allez dire que oh, ici au Togo, j'ai jamais été condamné. J'ai jamais été condamné, on ne peut pas parler de récidive. Donc voilà. Section 5 de l'exemption et l'atténuation des peines en faveur des repentis. Article 271, toute personne qui s'est rendue coupable de participation à une association ou à une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues aux articles 253 à 265 est exemptée de peine si, ayant dénoncé cette association ou entente à l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier les autres personnes en cause. Je donne un exemple. Un jeune garçon de plus de 18 ans, parce que je veux que ça soit réel, et fait partie d'une gang qui prend de la drogue, par exemple au niveau du ghetto Katanga. Et on sait qu'il y a un chef de gang là-bas, et il vient informer les services de police qu'il y a une livraison à un moment donné où il donne les dates exactes, il cite tout le monde et par la grâce de Dieu et les agents arrivent à faire des recoupements et à se mettre en place, et puis le moment venu on arrive à procéder à l'arrestation de tout ce monde, et surtout avec la drogue en plus, parce que tous les détails qu'il avait donnés étaient justes. Donc il pourra être exempté, c'est-à-dire qu'on pourra ne pas le condamner, c'est-à-dire l'exemption suppose que oui, on sait qu'il a commis une infraction, mais il ne va pas être condamné à purger cette peine. C'est l'exemption, ça. D'accord. Article 272, hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice ou l'une des infractions énumérées à cet article qui, avant toute poursuite, permis ou facilité l'identification des autres coupables, ou après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'arrestation de ceux-ci, est réduite de moitié. Il peut arriver, bon, à part celui-là, il peut arriver que si la personne est auteur ou complice d'une infraction, mais elle a pu dénoncer après et on s'est rendu compte qu'il a permis, c'est-à-dire à faciliter, peut-être on l'a pris, il avait déjà commis l'infraction, on l'a pris et il a donné des indices qui ont permis à ce qu'on prenne les gros poissons, comme on le dit bien. Voilà. C'est un petit dealer. Et quand on l'a pris, lui, il a pu donner les indices pour pouvoir arrêter le chef de gang. Ça veut dire que sa peine est réduite de moitié. D'accord. Voilà. En outre, la dite personne est exemptée de l'amende ainsi que des peines accessoires et complémentaires facultatives prévues à l'article 276. Donc, ça veut dire que si la personne devrait payer une amende, c'est-à-dire si selon le code, la peine est une amende pour la personne qui a pu permettre ou faciliter l'arrestation des autres, lui, il ne paiera pas ces amendes-là. Voilà. Et aussi, il n'aura pas à subir les peines complémentaires telles l'interdiction de séjour, l'interdiction ou le retrait de passeport et autres quoi. Donc, voilà. Donc, madame, est-ce que là-bas, c'est seulement dans le cadre de la drogue ou bien ça, c'est également élargi aux autres infractions, par exemple, un groupe de braqueurs qui est là et qui exerce donc dans le milieu, et voilà, donc un d'entre eux a été arrêté, lui il a maintenant donné les indices, on a pu démanteler tous les réseaux. Est-ce que ça va également, cette loi, cet article là? Non, ce n'est pas comme ça. En fait, c'est vrai que j'ai donné deux cas de figure. J'ai parlé de l'exemption et j'ai parlé de la réduction de la peine. Ça veut dire que on peut réduire la peine de quelqu'un et on peut exempter
quelqu'un d'autre de la peine. Donc, ici, la loi l'a spécifiquement prévu. C'est pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire, dans le cas du trafic illicite de drogue, c'est écrit. Mais pour un braquage, il faudrait savoir quelle a été la participation de la personne. Si par exemple on va au braquage et on se rend compte que la personne qui est venue dénoncer, ce n'est pas qu'elle est venue dénoncer. Quand on dénonce avant l'acte, c'est ça, on exempte. Mais si on te prend, on réduit ta peine. J'explique bien. Ça veut dire quoi? Si par exemple, avant la commission de l'infraction, vous êtes venu de vous-même et dénoncer les autres, ça on peut vous exempter. Ça veut dire que vous n'êtes pas allé commettre l'infraction. Vous faites partie de l'association, mais vous n'avez pas commis cette infraction. Mais si d'aventure vous avez commis l'infraction, on vous a arrêté, mais vous avez donné les indices et les moyens, les arguments possibles pour pouvoir démanteler le réseau. Ça, c'est la réduction de la peine. Et même en matière de braquage, il faudrait aussi savoir quelle a été votre participation avant votre arrestation aussi. Ce n'est pas parce qu'on a dit que si vous dénoncez, vous qui êtes allé tuer quelqu'un et on vous a pris en flagrant délit, vous dénoncez les autres. On ne va pas dire que comme vous avez dénoncé, on va vous exempter ou bien on va vous réduire la peine alors que vous avez tué quelqu'un. C'est important. Je peux? Oui, il faut continuer. Article et section 6 des peines et mesures accessoires ou complémentaires. Paragraphe 1, confiscation obligatoire. Article 273. Dans tous les cas prévus aux articles 253 à 269, les tribunaux ordonneront la confiscation des plantes et substances saisies. Ils peuvent en outre ordonner leur destruction ou leur remise à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite. Ça veut dire quoi? Dans tous les cas, on va saisir les plantes ou substances psychotropes en cause. Maintenant, si c'est des plantes ou substances psychotropes, on peut les détruire, brûler. Mais s'il s'agit de médicaments utilisés illicitement, c'est-à-dire que les médicaments là ont une importance. Ce sont des drogues, mais la loi a prévu la manière de les utiliser. Donc on ne va pas les détruire juste parce que d'autres ne les utilisent pas bien. On peut les confier ou les remettre à un organisme habilité à bien s'en servir. C'est ce qui est dit ici. Voilà. Article 274, dans tous les cas prévus aux articles 253 à 269, les tribunaux ordonneront la confiscation et indiqueront la destination des installations, matériels, équipements et autres biens ou mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction à quelque personne qui appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils en ignoraient l'utilisation frauduleuse. Ici, c'est la même chose, c'est pour dire que lorsqu'il s'agit d'installations matérielles ou des équipements mobiliers, ils seront aussi saisis. Seulement, si quelqu'un vient à se présumer être propriétaire de ces biens, il doit prouver qu'il ignorait que ces biens étaient utilisés de manière frauduleuse pour commettre l'infraction. Je pense que c'est la même chose que l'article 275 reprend à quelques exceptions. On passe au paragraphe de peine facultative. Elles sont très importantes et c'est important aussi que les gens puissent savoir en quoi consistent ces peines et quand est-ce qu'on peut les prononcer et pourquoi les prononcer. Voilà. Article 276, tous les cas prévus aux articles 253 à 269, les tribunaux peuvent prononcer 1. L'interdiction définitive du territoire ou de séjour sur le territoire pour une durée de 5 à 10 ans contre tout étranger. S'il arrive qu'un étranger est poursuivi pour trafic illicite de drogue à haut risque,
ou à très haut risque et il est condamné, on peut, c'est-à-dire les tribunaux, c'est facultatif, c'est pour ça que je dis, les tribunaux peuvent lui interdire le séjour sur le territoire togolais pour une durée de 5 à 10 ans. C'est-à-dire que 5 à 10 ans, il ne peut plus être au Togo. Ce n'est qu'à partir de 10 ans qu'il peut revenir pour dire je peux venir séjourner au Togo. Voilà. L'interdiction des droits civiques pour une durée de 1 à 10 ans. Interdiction des droits civiques. Je donne exemple des droits civiques, le droit de voter. On peut vous interdire de voter. Là, vous êtes sur le territoire togolais. Vous êtes un Togolais. Interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 1 à 10 ans. C'est simple. 4. Interdiction de conduire des véhicules à moteur terrestre, marin et aérien et le retrait des permis ou licences pour une durée de 1 à 10 ans. Si par exemple vous conduisez un véhicule et que vous avez été trouvé drogué et on a trouvé aussi que vous dissimulez peut-être de la drogue dans ce véhicule pour pouvoir effectuer des transports et pouvoir transporter la drogue hors du pays, c'est-à-dire trafic international, on peut vous interdire de conduire un véhicule définitivement même, ou on peut dire 1 à 10 ans. Ça veut dire qu'on peut vous interdire, parce qu'on sait que si vous commencez, c'est dans l'exercice de vos fonctions que vous commettez l'infraction. On peut aussi 5. Interdiction définitive ou pour une durée de 1 à 10 ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Donc c'est ça, c'est ce que je dis. Si vous êtes conducteur, on peut vous interdire définitivement même, ou bien de 1 à 10 ans. 6. La confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné, quel qu'en soit meuble ou immeuble, divis ou indivis. Et on dit la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis. Ça dit que peut-être que vous avez acquis des biens et on dit d'origine licite, ça veut dire que des biens là, vous avez acquis bien, mais peut-être que vous avez utilisé les fonds autrement de la drogue, ou bien parce que vous êtes condamné, vous avez été reconnu coupable de trafic de drogue et on vous condamne pour vous faire mal, c'est-à-dire que peut-être on dit vous allez payer des amendes et on peut confisquer vos biens, que ça soit meuble ou immeuble. C'est la loi qui le dit, c'est pas bon. Voilà. Dans le cas prévu à l'article 255.1, la confiscation des ustensiles matériels et meubles dont les lieux étaient garnis ou décorés. Dans les cas prévus, c'est trop long, c'est bon, on va quitter dans ça. Le retrait de la licence de débit de boisson ou de restaurant peut être prononcé pour la même période. Ça veut dire que si c'est un débit de boisson, c'est un restaurant et c'est là-bas que les infractions se commettent, on vend de la drogue dedans, le gérant ou le directeur organise tout ça là, on peut vous retirer la licence. Maintenant, article 277, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions prévoyant des peines plus sévères, quiconque contreviendra à l'une des interdictions énumérées à l'article précédent ou à la fermeture de l'établissement prévu à l'article 3 du même article est puni d'une peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 500 000 à 20 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. On dit ici que si d'aventure on a fermé la boutique ou on a saisi les choses et vous êtes allé pour dire qu'on a fermé le restaurant, vous n'êtes pas d'accord, ou on a fermé le débit de boisson, vous ouvrez derrière les gens, on vient à vous attraper ou à vous surprendre, je dois dire. Voilà. Ce qui est sûr,
c'est que c'est la peine de 5 à 10 ans. C'est pas moi qui ai dit. Hein. C'est la loi. Et l'amende dit 500 000 à 20 millions. En fait, c'est pour dissuader ceux qui ne vont pas respecter les condamnations complémentaires ou je dirais les peines facultatives. C'est important. D'accord. Paragraphe 3, mesures de traitement. Article 278, lorsque la peine poursuivie au titre des infractions prévues aux articles 267 à 269 est toxicomane, le tribunal peut le soumettre en remplacement de la peine à une mesure de traitement appropriée à son état. Bon, et on peut dire, si une personne est poursuivie au trafic illicite de drogue ou bien usage de drogue et on se rend compte que la personne même est toxicomane, c'est-à-dire elle est dépendante de la drogue, au lieu de la condamner, on dit on remplace la condamnation par un traitement approprié. C'est-à-dire on doit la désintoxiquer, c'est-à-dire la personne là doit être désintoxiquée. Très souvent on envoie les gens à Zébé. Bon, quand il y a une dépendance ou bien on sent que la personne est tellement dépendante, il faut l'amener quelque part, ou soit à Zébé, ou soit dans un centre psychiatrique. Lorsque la personne poursuivie au titre des infractions prévues aux articles au présent chapitre est en même temps toxicomane, le tribunal peut le soumettre en complément de la peine à une mesure de traitement appropriée à son état. Bon, il peut arriver que on prononce la peine, mais on ajoute que la personne doit subir un traitement approprié. Celui qui se soustrait à ces mesures de traitement est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Ça veut dire que on a su que vous êtes toxicomane. On sait que vous êtes trop dépendant de la drogue. Mais on demande à ce qu'on puisse vous donner un traitement approprié. Et vous refusez. Ça veut dire que votre refus là, c'est une infraction. Et cette infraction est punie par la loi. On dit, vous pouvez faire la prison de 1 à 5 ans et vous pouvez payer des amendes une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Chapitre 6. Des atteintes à la liberté individuelle. Article 279. Toute personne dépositaire de l'autorité publique par son titre ou ses fonctions, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou en usant de son titre ou de ses fonctions, qui sciemment ordonne ou commet une action tendant à priver illégalement une autre personne de sa liberté est puni d'une peine de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 à 1 million à 5 millions. On dit une personne dépositaire de l'autorité publique. Ça veut dire que la personne là, elle est une autorité publique. Je prends l'exemple d'un agent des forces de l'ordre, parce qu'on dit autorité publique. C'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, sciemment, c'est-à-dire sciemment ordonne une action ou commet une action tendant à priver illégalement quelqu'un de sa liberté. C'est-à-dire que ou soit il ordonne ou commet. Il peut ordonner à quelqu'un d'autre de le faire, comme lui-même il peut priver la personne de sa liberté. Si c'est révélé, il y a les preuves qu'il a usé de son titre ou de ses fonctions pour priver une autre personne de sa liberté. S'il est poursuivi, il encourt une peine allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Lorsque la privation illégale de liberté consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours, la peine est de 3 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 3 millions à 5 millions. Ça veut dire que si vous retenez la personne ou vous la privez de sa liberté, vous la détenez pendant plus de 7 jours, ça veut dire que la peine sera de 3 à 5 ans d'emprisonnement et l'amende de 3 millions à 5 millions
francs CFA. Article 280, toute personne dépositaire de l'autorité publique par son titre ou ses fonctions qui, ayant eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'une privation illégale de liberté, s'abstient volontairement, soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est punie d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Ça veut dire que vous êtes une autorité publique. Vous avez, de par votre titre, connaissance de la privation illégale de liberté de quelqu'un. Par exemple, je donne l'exemple, vous êtes CB. Vous savez qu'un de vos agents prive quelqu'un de sa liberté. Ça veut dire que là, vous pouvez ordonner qu'on libère la personne. Vous avez le pouvoir. Ou soit peut-être vous-même, vous savez qu'on est en train de priver la personne de sa liberté. Là, vous êtes peut-être un agent. Et vous voyez que votre CB est en train de priver quelqu'un de sa liberté. Vous ne pouvez pas lui dire de libérer. Mais vous savez que vous avez une autorité en haut que vous pouvez voir et interpeller pour que lui, il puisse demander à l'autre de libérer. Vous ne le faites pas. Ça veut dire que vous encourez une peine de 1 à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 1 à 3 millions de francs CFA. La même peine est applicable lorsque la personne visée à l'alinéa précédent s'abstient volontairement, soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente lorsque la privation de liberté reconnue illégale s'est poursuivie. Dans ce cas, on dit, il peut avoir, peut-être qu'on a privé la personne de liberté, vous avez le choix de pouvoir aller faire des vérifications pour savoir si est-ce que la privation est effective. Et maintenant, si c'est oui, la réclamation, vous pouvez aller la confier à une autorité compétente, mais vous ne le faites pas. Et ça veut dire que vous vous rendez coupable de cette infraction. Article 281, on va terminer par là, je pense. Tout agent de l'administration pénitentiaire qui reçoit ou retient une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi ou qui prolonge indûment la durée d'une détention est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Je m'explique. Vous savez, quand quelqu'un, c'est-à-dire que quand le juge décide d'envoyer quelqu'un en prison, il prend ce que nous appelons, il signe un mandat de dépôt, que ce soit le juge d'instruction ou le juge ou le procureur ou le substitut, ou peut-être oui, c'est les deux qui peuvent prendre des mandats de dépôt, c'est-à-dire le procureur ou bien le juge d'instruction. Maintenant, les pénitenciers, les agents pénitentiaires, c'est-à-dire ceux qui sont à la prison et qui surveillent les prisonniers, ce sont les agents pénitentiaires. Donc eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Avant qu'ils ne reçoivent je ne vais pas dire un détenu, une personne. Voilà. Parce que quand je dis un détenu, c'est quand il est dedans qu'on dit détenu. Voilà. Avant qu'il ne reçoive une personne, il faut un mandat de dépôt. S'il n'y a pas de mandat de dépôt, il ne reçoit pas. Maintenant, un mandat de dépôt ou bien un mandat d'arrêt, c'est les deux. C'est les deux qui sont valables. Oui. Le mandat d'arrêt, ça veut dire qu'on a signé le mandat d'arrêt, on a pris la personne quelque part, on l'a envoyé directement en prison. Et le mandat de dépôt, c'est qu'il est passé devant le juge et le juge a continué ce mandat de dépôt. Donc, lorsque la personne arrive, s'il n'y a pas de mandat, aucun agent pénitentiaire ne peut recevoir cette personne-là. Maintenant, si vous recevez quelqu'un sans mandat, sans aucun mandat, ça veut dire que vous commettez une infraction et vous encourez une peine de 1 à 5 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Et en plus aussi, si d'aventure la personne
est en prison pour une durée déterminée, c'est-à-dire qu'il a été condamné, on dit il doit faire 5 ans. Il a fait 5 ans, arrivé, il doit sortir. Malgré que le juge a envoyé l'ordre de mise en liberté provisoire, l'ordre de mise en liberté provisoire, vous, l'agent pénitentiaire, vous refusez de libérer la personne, vous la gardez pendant 10 jours au-delà des 5 années. Si il est révélé que c'est comme ça, vous risquez d'aller en prison aussi parce que vous avez commis une infraction. Très souvent, il arrive que une personne est détenue en prison et ce n'est pas pour une seule infraction ou ce n'est pas pour un seul dossier. Ça veut dire qu'il a été arrêté pour un dossier, donc peut-être il a été condamné et il a été libéré dans ce dossier, alors que dans l'autre dossier, l'information suit son cours. Donc ça c'est différent. Ça veut dire qu'il peut arriver que quelqu'un soit en prison, il a été libéré par le juge d'instruction du 5e cabinet, mais reste toujours en prison. Pourquoi? Parce qu'il a un autre dossier au niveau du premier cabinet d'instruction, du doyen des juges d'instruction, et là-bas, l'instruction suit son cours et ne peut être libéré. C'est pour ça que quand le juge émet son ordre de mise en liberté provisoire, il ajoute toujours s'il n'est retenu pour autre cause. C'est-à-dire, il doit être libéré s'il n'est retenu pour autre cause. C'est-à-dire, s'il n'a commis autre infraction, s'il n'a pas d'autre dossier, on le libère. Donc, voilà. Bref. Oui. Madame, là-bas, si on va dans les prisons, les détenus, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Donc, ce qui veut dire que les détenus sont nombreux. Maintenant, les agents qui sont là-bas et qui gardent les prisons, comment il arrive à savoir que la peine de telle personne est déjà purgée, il faut la libérer? Comment il sache? Est-ce qu'il y a un registre ou bien comment? Oui, il y a un registre. Et quand vous rentrez, c'est-à-dire que quand vous venez de l'extérieur pour rentrer, c'est écrit quelque part, vous êtes rentré à telle date. Et dans ce registre-là, on garde le registre jalousement. Si d'aventure, on amène une condamnation, quand on condamne les gens, et la personne est allée à l'audience, on l'a condamné à 5 ans. Donc on commence par compter les 5 années du premier jour du mandat de dépôt. C'est comme ça. Et eux ils savent, oh mais les détenus eux-mêmes ils sont vraiment disciplinés. Quand vous allez, ils vont vous dire, je fais 48 mois, 3 jours aujourd'hui. Ils savent. Donc c'est écrit. Il y a un tableau, tout le monde sait quand il est rentré, tout le monde sait quand il est parti. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un est déjà en prison pour un dossier. Et un autre cas vient le retrouver là-bas. Ça veut dire qu'il a commis une autre infraction. Peut-être que la personne le recherchait depuis et la personne a su qu'il est en prison, donc on vient ajouter. Ah bon? Oui. Beaucoup, j'ai des dossiers où une personne est poursuivie dans au moins 3 dossiers. Il a au moins 3 à 4 parties civiles. Donc ça veut dire que si on le condamne ici, il est libéré ici, mais il peut ne pas être libéré ici. C'est pour ça que j'ai bien répété que quand on veut libérer sur l'ordre de mise en liberté provisoire, on spécifie pour dire que il doit être libéré s'il n'est retenu pour autre cause. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro aujourd'hui. Madame, vos mots de fin. Merci beaucoup. Comme toujours, et je suis fière de savoir que l'émission touche beaucoup de personnes et beaucoup de personnes arrivent à appliquer les enseignements de cette émission. Donc, je voudrais exhorter tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter cette émission et qu'ils ont intérêt à le faire pour éviter que l'ignorance de la loi ne les tue. Je vous remercie. Nous vous remercions également, madame. Monsieur, dames, pour aujourd'hui, c'est fini. On se donne rendez-vous pour
le prochain numéro.